suis devenue plus exigeante en fait envers la qualité de ce que je vivais. Tu vois, c'est-à-dire que de ne plus accepter de me laisser maltraiter. Parce que j'étais dans des jobs où parfois j'ai pas été très bien traitée. Par des collaborateurs, par des managers, enfin comme tout le monde, hein, c'est parfois dur le monde du travail. De plus accepter de perdre du temps avec des gens qui me semblent pas en valoir la peine, qui me semblent pas partager, tu vois, mes valeurs, ma façon de voir les choses. De plus m'énerver en fait quand les choses elles avancent pas comme je voudrais. Donc cette envie vraiment d'aller, une expression que j'utilise souvent, c'est là où le cœur me porte, tu vois. Il y a cette urgence de ça en fait. On va parler d'un sujet un peu plus délicat, un peu plus sensible. Tu disais en introduction, tu as perdu ta petite sœur, et puis 2 mois plus tard, je crois, ta maman, il y a quelques années. C'était l'année 2021. Oui, mon année noire. Année noire. Comme je l'appelle, ouais. Dans quelle mesure ça a changé ton rapport à la vie, ces 2 disparitions? Et malgré tout, quel est ton secret? Ou alors, qu'est-ce que tu as fait pour conserver ce regard si positif, on va dire, sur la vie, malgré cette année noire? C'est vrai que 2021, ça a été une année vraiment difficile, hein, parce qu'effectivement, ma petite sœur, qui était très jeune, qui n'avait pas 50 ans, qui est partie dans des conditions difficiles, parce qu'elle a souffert longtemps avant. Ma maman qui a suivi, Axel Kahn aussi. En fait, pendant 6 mois, j'ai jamais pu faire un deuil finalement, parce que je suis passée d'une personne à l'autre, d'une fin de vie à une autre fin de vie. D'ailleurs, mon corps me l'a montré, parce que 2 jours ou 3 jours après le départ d'Axel Kahn, j'ai fait une belle capsulite à l'épaule, vraiment très violente. Donc voilà, il a bien fallu que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est surtout le fait, parce que bon, ça, je suis pas la seule, malheureusement, on connaît tous le décès de proches. En fait, moi, ça a été très violent parce que j'avais été vraiment épargnée jusqu'à présent, si je puis dire. Dans ma famille, il y avait eu assez peu de décès. Mes parents m'avaient beaucoup protégée, certainement beaucoup trop. Moi, j'étais quasiment jamais allée à un enterrement, en fait. Ok, d'accord. Donc, et puis tout d'un coup, faut organiser celui de ta petite sœur, quoi. Enfin, et donc, moi, c'est vrai que ce sujet de la finitude, on en parlera peut-être un peu après, mais c'est un vrai problème chez moi, parce que c'est quelque chose que j'avais totalement évacué. Je pense que c'est ça qui m'a fait changer de vie professionnelle, vraiment. Je suis pas sûre sinon que parce que j'avais quand même repris un poste en CDI, je pouvais très bien rester dans ce beau cabinet de conseil jusqu'à ma retraite et puis faire de très belles choses chez eux, donc je pense qu'en fait ce qui a changé, c'est que ça m'a donné un sentiment d'urgence, d'urgence à agir, d'urgence à être libre. Et du coup, en fait, je supportais plus des contraintes que j'ai supportées pendant plus de 30 ans de vie professionnelle. Et donc, comment ça s'est manifesté chez toi? Tu as une espèce de déclic, de dire, ça y est, ça a débloqué quelque chose? En fait, je me sentais... En fait, si tu veux, quand j'ai quitté la Ligue, avant de quitter la Ligue contre le cancer, quand je savais que j'allais quitter la Ligue contre le cancer, mon stress, c'était de retrouver un job, parce que justement, tout le monde me disait, t'es folle, faut pas quitter, CDI, ton âge, voilà. Donc j'avais d'abord ce stress-là, j'étais tellement heureuse de retrouver ce poste vraiment très très chouette, encore une fois avec une équipe formidable et tout. Et en fait, j'arrivais pas au début, j'avais un espèce de malaise en fait. Je me disais mais pourquoi t'es pas bien, puisque finalement c'est une chance folle, c'est dans tes valeurs, on te propose, on te donne des moyens pour développer des choses. Enfin vraiment ça correspondait, ça cochait toutes les cases de ce que je pouvais avoir envie de faire. Et ça n'allait pas, ça n'allait pas. Je me sentais étouffée, je me sentais un rond dans un carré par exemple. Je dis souvent, tu vois, ça ne fonctionnait pas en fait. Et c'est vrai que le cabinet avait des protocoles très fermés. Moi, j'aime faire beaucoup de choses différentes et je pouvais plus faire des choses différentes aussi. Et donc, ça m'étouffait. Et franchement, oui, ça m'a pris un peu d'un coup. Un dimanche, j'ai regardé mon mari, je lui ai dit, tu sais... je crois que je vais quitter le job, je vais monter ma boîte. Et là, il a été formidable, parce qu'il m'a répondu, il était temps. Parce que il sentait bien que j'étais pas bien et que ça allait pas, quoi, que l'équilibre était déséquilibré. Enfin, tu vois, et t'avais jamais eu cette envie-là avant? Si, mais ça m'effleurait, mais pas tant que ça. Les peurs étaient plus importantes que l'envie. Et il n'y avait pas ce sentiment d'urgence qui a vraiment été déclenché, surtout avec ma petite sœur. Parce que c'était tellement pas dans l'ordre des choses. C'était ma seule petite sœur. Elle avait... Oui, puis t'étais pas du tout préparée, là. Non, elle avait 6-7 ans de moins que moi. On s'était toujours vu vieillir ensemble. Enfin, j'ai encore du mal à en parler. Enfin, c'était tellement pas normal, en fait, que du coup, tu dis, en fait, c'est vrai que ça peut s'arrêter demain, quoi.
Ah mais ouais, et on le sait tous, mais heureusement d'ailleurs qu'on n'y pense pas tous les jours, ceci dit, mais là à ce moment-là, ça m'a percuté de plein fouet. Tu vois, c'est là que du coup, je me suis dit, finalement, c'est maintenant. Et c'est en ça, je pense que vraiment, ça m'a changé ma vision de la vie, ça c'est sûr. Après, tu m'avais demandé ce que ça avait changé aussi. Hein. Ou est-ce que ça a changé aussi, je pense c'est que je suis devenue plus exigeante. En fait, tu vois, alors j'étais hyper exigeante, c'est un de mes problèmes, de perfectionnisme. Parfois, dans le passé, j'ai eu des collaborateurs qui me l'ont reproché d'être trop exigeante, mais je suis devenue plus exigeante en fait envers la qualité de ce que je vivais. Tu vois, c'est-à-dire que de ne plus accepter de me laisser maltraiter. Parce que j'étais dans des jobs où parfois j'ai pas été très bien traitée. Par des équipes, des collaborateurs, par des managers, enfin comme tout le monde, c'est parfois dur le monde du travail. De plus accepter de perdre du temps avec des gens qui me semblent pas en valoir la peine, qui me semblent pas partager, tu vois, mes valeurs, ma façon de voir les choses. De plus m'énerver en fait quand les choses elles avancent pas comme je voudrais, tu vois, de tout ça en fait. Et donc cette envie vraiment d'aller vraiment là où une expression que j'utilise souvent, c'est là où le cœur me porte, tu vois, en fait. Il y a cette urgence de ça en fait. Et je pense que c'est surtout ça. Et puis du coup, tu fais des trucs que tu n'aurais jamais osé faire avant, quoi. Est-ce que tu le vois justement comme une des valeurs, un des apprentissages positifs de la mort ou de la finitude ? On pourrait dire ça. En tout cas, c'est une prise de conscience. Moi, j'aurais préféré prendre conscience de ça autrement. Évidemment. Mais on dit souvent que c'est quand on vit les choses qu'on prend vraiment conscience. Souvent, d'ailleurs, les gens, quand ils vivent quelque chose de très, très dur, ils s'engagent derrière. Tous ces parents qui perdent un enfant et qui s'engagent, du coup, pour la cause de la maladie de l'enfant, etc. Enfin, voilà, souvent... ça crée des destins très uniques. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, on prend conscience, en fait, des choses et du coup, c'est ça qui déclenche. Donc, oui, le côté positif, si on peut dire, c'est que ça m'a permis de prendre conscience de la date limite. Alors, non pas la date limite de consommation du senior, parce que j'en parle souvent, mais de la date limite simplement de nos vies, en fait, et de ce qu'on pouvait faire pendant ces vies-là. De l'accepter. Et donc, est-ce que tu as envie de vivre et comment tu as envie de vivre ? Est-ce que tu as envie de bosser 15 heures sur 24 dans une boîte où tu n'es pas bien traité ? Est-ce que tu as envie de faire des choses qui te plaisent ou pas ? Qu'est-ce que tu as envie de vivre, tu vois ? Est-ce que tu as envie de vivre des choses difficiles ou est-ce que tu as envie plutôt d'aller vers le soleil ? C'est vraiment une des puissances de penser à la finitude. C'est vrai que moi, j'en parle tous les jours et forcément, et les gens que je rencontre, soit en effet, soit ils ont vécu des choses très, très dramatiques et je suis souvent assez surpris, mais c'est magnifique, comme les gens transforment en fait leur vie grâce, même eux, ils réussissent à dire grâce, tu vois. Alors c'est vrai que quelquefois, ça prend du temps, tu vois. Moi, je dis plutôt à cause d'eux. Oui, mais la beauté de ça, c'est vrai que c'est très complexe, mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré des gens qui ont perdu des enfants et qui réussissent, évidemment, après quelques années, à dire grâce à son départ, aujourd'hui, je fais ça, quoi, tu vois. Et c'est assez... c'est très étonnant. C'est très étonnant comme nous, on voit que tous les gens qui s'engagent aussi à faire, par exemple, leur Messenger, même des gens qui n'ont pas eu un passif trop compliqué, mais le fait de commencer à ancrer dans ton esprit ta finitude, change même ta vie de ton vivant, en fait, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est certain. Ça t'oblige, tu vois, par exemple, le fait de dire qu'est-ce que j'aimerais faire comme message pour mon mari, pour mes gamins, si demain j'étais plus là, ça t'ancre dans ta tête, ça t'oblige à projeter qu'un jour tu ne seras plus là. Et du coup, t'as un effet qui est rétroactif sur ta vie de maintenant, quoi, tu vois. Comprends. Et sans forcément avoir à vivre un drame. Et après, est-ce que tu penses que tu parlais de garder un regard positif sur la vie ? Est-ce que tu penses que un sujet, est-ce que des décès de proches, par exemple, ça va amener un regard positif ? Parce que moi, je me dis que j'ai un regard positif sur la vie, mais je l'ai toujours eu. J'ai toujours été à la fois une éternelle insatisfaite, parce que mon mantra, c'est toujours plus. J'y travaille, mais c'est pas encore. Je me suis pas soignée. Et par contre, j'ai toujours été une éternelle optimiste aussi, quoi. Je sais, en fait, moi, quand je me plante, je rebondis. Ça a toujours été. J'ai toujours eu tendance, mais ça, c'est pas une... je me lance pas des fleurs, j'ai de la chance, en fait, je suis faite comme ça. C'est plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et d'ailleurs, je me dis toujours que... Parce que les gens, parfois, me disent « Ça va, ta boîte, ça démarre et tout ?» Je dis « Moi, j'ai pas de problème, en fait. Depuis 2 ans, j'ai des clients, ça tourne, j'ai trop de boulot. » Et en fait, c'est juste, en fait, parce que tu pars et t'es optimiste. Je me suis jamais dit que j'allais pas avoir de clients et que ça allait pas marcher, en fait. Mais parce que je suis faite comme ça. Et c'est pas, tu vois, pour le coup, c'est pas, je pense,
le décès de ma petite sœur qui a fait que je gardais un regard optimiste, positif. C'est juste que je suis fabriquée comme ça. Alors, et que ça m'aide aussi. Mais est-ce que ça peut, est-ce que ça peut faire basculer, en fait Alors moi, le fond de ma question, c'était plutôt comment toi, alors que tu as vécu une année noire... je suis repartie. Ouais, comment t'es repartie? Ça a été quoi? Comment toi tu fonctionnes? Et qu'est-ce qui a fait que tu as retrouvé ta positivité? J'imagine que tu as dû vivre un moment qui a été compliqué. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qui a remis la machine en route? Oui, je comprends. En fait, je crois que pour moi, en tout cas, c'était vital. Sinon, j'arrêtais de vivre. Enfin, tu dis, en fait, c'était tellement... J'avais tellement... bon, ma petite sœur, elle a été malade 1 an et demi avant de partir. Ça a été très long, elle a beaucoup souffert. Donc, j'ai eu le vertige pendant 1 an et demi pour elle. Enfin, j'ai souffert pour elle pendant 1 an et demi. Et en fait, c'était soit je repartais, soit quoi, en fait, tu vois. Soit tu te dis, finalement, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Si elle s'arrête comme ça du jour au lendemain. Ah bah oui, je l'ai pensé. À un moment, au début, c'était ça. Hein. Même quand je voyais Axel Kahn, qui était si vivant, qui était incroyablement vivant, qui aimait tellement la vie, et je me disais, finalement, c'est vrai, tout ça pour ça, après tout, tu vois, moi qui n'ai jamais compris les gens qui voulaient en finir avec la vie, il y a eu un moment où je me suis dit, mais c'est pour ça que tu te lèves tous les matins, finalement, puis bon, on sauve pas des vies, donc mon métier, il sert à quoi? Et donc, quelque part... pour moi, c'était obligé. Puis en plus, par respect aussi pour ma sœur qui m'avait dit regarde, après quoi tu cours? Parce que regarde, moi, et mon avenir, il n'y en a plus. Mon futur, c'est fini. C'est des discussions que tu avais avec elle. Oui, qu'on a eues ensemble. Et donc, ne serait-ce qu'en mémoire d'elle, tu vois, de dire, puisque j'ai la chance d'être encore là, je vais essayer de continuer à contribuer modestement. C'est quelque chose qu'elle te donnait, cette impulsion de dire vie, quoi. Ah oui, vraiment, ouais. Mais oui, parce qu'en plus, moi, j'ai toujours été de nous deux, j'ai toujours été celle qui était folle dingo du boulot, quoi. Hein. Elle était magistrate, mais elle a arrêté de travailler pour élever sa fille. Et c'est vrai que parfois, elle me disait, mais t'arrêtes jamais, quoi. Après quoi tu cours? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi t'écris tous ces livres? Pourquoi tu t'embêtes comme ça dans tes postes? Parce que voilà, quand je lui racontais les difficultés que je pouvais avoir. Et elle avait quand même compris, elle profitait quand même quelque part mieux de la vie, je pense, que moi, parce que moi j'étais dans une espèce de roue de hamster professionnelle permanente. Et c'est vrai qu'elle m'a aidée aussi à ralentir. En tout cas, elle m'a aidée à comprendre que c'était que ça c'était sans fin et qu'il valait mieux ralentir et aller là où tu avais vraiment envie d'aller. Et donc quelque part, je me dis que que c'est aussi pour elle en fait, puisque elle peut plus faire, c'est moi que je continue, quoi. Et puis quelque part peut-être, ou en tout cas que j'essaye de pas avoir trop de regrets quand ce sera mon tour, quoi. Parce que c'est vrai que c'est... j'ai du mal à parler. Ça la finitude, c'est dur. Hein. C'est pas... Mais c'est vrai que moi, je suis assez passionné par ça, de comment, justement, qu'on trouve la lumière dans ce sujet qui est très sombre, mais finalement, comme c'est l'eau de tout le monde... moi, je sais qu'aujourd'hui, je trouve... c'est devenu évident d'en parler, que le fait d'en parler, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien, et en effet, pour remettre un peu de sens à nos vies, à s'aligner un peu plus avec nos valeurs, avec ce qui compte pour nous. Et toi, tu trouves qu'aujourd'hui, tu as trouvé, du coup, tu as retrouvé un équilibre un petit peu plus en tout cas, évident. Professionnellement, oui, ça c'est certain. Puis je te dis, rien que le fait de choisir les gens avec qui je travaille, de faire des choses qui à la fois me font me sentir utile, contribuer à des choses qui me tiennent à cœur, aller vers des gens avec qui je me sens bien, pouvoir faire ces choix-là que tu peux pas forcément faire quand tu es sur un poste salarié où tu as des contraintes, des obligations, etc. C'est cette liberté-là aussi aujourd'hui. Et même dans l'engagement que j'essaye de porter avec Senior for Good sur le volet associatif, le fait de pouvoir travailler avec d'autres bénévoles comme moi qui ont envie de bouger de la même manière que moi, et puis finalement de choisir aussi les partenaires, etc. En fonction de ce qui me convient, en fait. C'est un petit peu être égoïste, finalement. Finalement, c'est aussi penser un peu plus à soi, peut-être. D'aller vraiment
vers des choses où tu te dis que tu es à ta juste place. Ouais, je suis pas sûr que ça soit le bon terme, même si de loin ça pourrait ressembler, mais je pense que plus tu es aligné, plus tu rendras service qu'à des gens qui rayonnent avec toi, enfin qui vibrent avec toi, tu vois. Non, je pense pas que ça soit quelque chose d'égoïste en fait. Ça a l'air, je sais pas. Mais je pense pas. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, sans te rendre compte, tu disais tout à l'heure à demi-mot que tu sauvais pas des vies, tu vois, je sais pas si tu penses à des choses, mais je pense que si en fait. C'est sympa. Moi je pense pas, mais je pense qu'il faut rester quand même un peu humble. Non, je trouve pas que c'est une question d'humilité, mais c'est qu'une question de, tu vois, par tes conférences, par tes prises de parole, par tes combats, même sur l'emploi des seniors, on ne sait pas jusqu'à quel point t'as pas des seniors qui vont switcher et vivre une vie qui les inspire, peut-être au lieu de se foutre en l'air, quoi, tu vois, on n'en sait rien. Ce serait formidable. Même si je peux, ne serait-ce que, tu vois, emmener une personne vers son chemin, c'est génial. Tu vois, c'est ça. Je pense que la force de tout ce que tu fais, elle est entre autres là-dedans, en fait, et que c'est important. Donc, moi, je pense que tu sauves des vies, en tout cas. Chouette. Comme rappel, évidemment, vous pouvez nous suivre sur la plateforme, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, peut-être sur votre histoire. Nous, ça nous aide aussi à comprendre, parce que tous les profils sont particuliers. Et puis, les commentaires, évidemment, nous font remonter grâce à l'algorithme. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des pouces et des commentaires. Merci. Alors, on continue un petit peu sur ce thème-là. Je t'ai entendu dire dans une interview que tu disais, avant cet épisode qui était difficile, très très complexe, que tu n'avais pas pris conscience de ta propre finitude. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais moi aussi, je suis assez passionné par le coaching. Et j'étais assez surpris de t'entendre dire ça, parce que souvent, la mort, c'est un levier très puissant dans le coaching pour faire comprendre aux gens et puis les faire passer à l'action, quoi. Tu vois, tu as par exemple, une des techniques de coaching, c'est de demander à quelqu'un de se visualiser au dernier jour de sa vie, dire, tu as 90 ans, tu es sur ton lit de mort, tu sais que dans 24 ou 48 heures, tu seras plus là. Qu'est-ce que tu aimerais te souhaiter à toi aujourd'hui pour prendre des décisions? Parce que tu sais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, tu vois. Et je sais que c'est un outil, enfin moi, je l'ai souvent fait. Et même aujourd'hui, quand j'ai besoin de prendre des décisions qui sont importantes, soit pour ma vie de famille, pour Messenger l'autre, je sais que c'est quelque chose que j'ai intégré comme outil et que je trouve très très puissant, quoi. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? J'utilise jamais cet outil. Oui, non, moi j'ai un vrai sujet. Tu vois, je fais un petit pincement de nez. Je pense que ça a une signification. Alors, clairement, oui, j'avais ce problème avec la finitude. Je crois qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Ça c'est certain, parce que j'avais jamais été confrontée à ça. Et ça m'arrangeait bien de pas regarder, en fait. Tu vois, quand tu es dans l'action, justement, quand tu es un peu dans la roue, tu tournes et puis tu te poses pas la question de la suite, de l'après, etc. J'ai pas clarifié encore tout à fait ça, même si j'y ai un peu travaillé, surtout quand je faisais la formation de coaching à HEC, on avait une psychothérapie, etc. Donc en psychothérapie, c'est des sujets que j'ai abordés, puisque c'était à peu près à l'époque où Stéphanie était malade. Et donc j'en ai pris conscience, je suis pas allée jusqu'au bout. Je pense pas avoir accepté vraiment l'idée que tout ça s'arrête à un moment, tu vois. Enfin, voilà, il y a encore une partie de mon cerveau qui résiste à ça, en fait, et ou qui se dit évacue, quoi, profite là, et puis voilà, de toute façon, quand le temps sera venu, sera bien temps d'y penser. Et c'est vrai que je suis encore très réactive, tu vois. Si j'ai un bilan médical, comme ça a été le cas récemment, qui est pas très bon, c'est le stress total, parce que j'ai l'impression que ça va s'arrêter tout de suite, etc., etc. Donc j'ai encore du mal avec ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est quand même ça qui m'a mis en mouvement. C'est quand même cette prise de conscience aussi de la finitude, ce mot, voilà, ce mot fin, the end à la fin des films, là, ça m'a mis en mouvement. Et j'ai eu aussi à l'époque des discussions avec Axel Kahn, en fait, sur le sujet. Parce que Axel Kahn, qui était, bon, à mon sens, le plus chrétien des athées, si je puis dire, sans qu'il se retourne dans sa tombe, tu sais, parce qu'il disait toujours qu'il était athée, alors qu'il croyait en tellement de choses sur le vivant et la nature, que moi je trouvais qu'en réalité il n'était pas vraiment athée, mais bon, en tout cas lui il expliquait qu'il avait perdu la foi adolescent et qu'il était athée, et que donc il savait qu'en tant que médecin scientifique, il savait que derrière il n'y avait rien, etc. Et donc on a beaucoup échangé là-dessus quand il était malade, parce qu'il était quand même d'une sérénité assez étonnante sur ce sujet, et il avait beaucoup écrit sur ces sujets de la vie
vie, de la mort, de la fin de vie, etc. Et tout ça, ça m'a forcément quand même mis en mouvement. Et oui, et je pense que c'est quand même tout ça qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai changé de boulot, que tu vois que je fais d'autres choses aujourd'hui, que je les fais peut-être différemment, que j'ai appris peut-être plus aussi à dire non. Voilà, quand il y a un truc qui me plaît pas, maintenant, alors qu'avant j'avais quand même du mal à dire non aux gens, je faisais tout j'essayais toujours de faire plaisir à tout le monde. Tout ça, finalement, ce que je te disais un peu d'être un peu égoïste, c'est peut-être c'est aussi ça en fait. C'est quand tu sais que finalement il y a un moment les choses s'arrêtent. Mais bon, j'ai quand même encore l'espoir de faire comme ma maman et mon papa, c'est-à-dire maman 90 ans, mon père il a 93 ans, il est toujours là en pleine forme. Donc bon, c'est pas mal. Voilà, donc c'est vrai qu'ils m'aident pas à accepter la finitude, mon papa, parce que franchement quand je le vois, alors il a des petits soucis physiques avec les yeux, tout ça, mais il a toute sa tête et franchement, tu vois, il est heureux, quoi. Il vit sa petite vie tranquille chez lui, il écoute son jazz. C'est pas des choses dont vous parlez. C'est pas triste en fait. Lui, il est serein maintenant. Il me dit, moi, j'ai une très belle vie. Voilà, il est très très serein. Mais il me dit, t'en fais pas pour moi, je suis bien, quoi. Et c'est vrai que ça donne assez envie en réalité aussi. Sûr, oui. Donc tu te dis, j'espère que j'aurai finalement cette chance de vivre très très longtemps et très très bien, parce que vivre c'est bien, mais vivre dans quoi, comment, ça, tu vois, dans quelles conditions, voilà. Moi j'ai quand même une maladie chronique depuis des années, depuis 30 ans, qui me fait pas mal souffrir, qui évidemment fait de plus en plus souffrir au fil des années, forcément, parce que le corps il prend de plus en plus. J'ai aussi ces sujets-là, tu sais, où je me dis, comment je vais être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, attention aussi à ça. Ça aussi, ça t'aide à ralentir aussi. En tout cas, ça te dit, attention, faut que tu ralentisses. Après, est-ce que tu ralentis, ça me sujet. Voilà, c'est encore une autre paire de manches. Moi, je vois quand même dans tout ce que tu fais, il y a quand même un mot qui me vient et qui est quand même lié à la finitude, c'est la transmission. C'est que tout ce que tu fais, que ce soit des conférences ou des livres ou des formations, c'est quand même que tu transmets énormément de choses. Est-ce que de manière inconsciente, tu prépares pas justement un peu cette finitude, parce que tu donnes, tu transmets en fait. Et c'est quand même un des gros sujets de la fin de la vie, c'est qu'elle va continuer sans nous. Et est-ce qu'inconsciemment, tu prépares pas un peu le terrain? Oui, quoi. Si, puis peut-être même consciemment d'ailleurs, parce que effectivement, quand on me demande pourquoi j'ai quitté le salariat, souvent je dis c'est parce que j'avais envie de partager, de transmettre plus largement. Et aujourd'hui, ce que j'aime bien faire, c'est ça, c'est d'arriver dans une entreprise et avec mes 32 ans d'expérience, mes 20 ans de direction générale, et puis je sais ce qu'ils vivent, j'ai vécu la même chose, et donc de pouvoir amener en fait finalement mes leçons, mes apprentissages à d'autres, voilà, pour peut-être aider aussi telle ou telle structure à se développer, ou telle fondation ou association à mieux porter sa cause, etc. Et clairement, c'est vrai que c'est tous les jours en fait la transmission, l'apprentissage. Alors j'aime pas que ça, parce que d'ailleurs je suis toujours un peu réfractaire quand on parle des seniors et du mentorat par exemple, parce que c'est très à la mode aujourd'hui. Quand on ne sait pas quoi faire de nos seniors dans l'entreprise, on dit ils vont transmettre, donc on va faire du mentorat. Et c'est vrai que j'ai attention, parce que c'est pas parce qu'on est senior qu'on a envie de transmettre ou la capacité à transmettre, et puis surtout on peut aussi avoir envie de continuer à grandir. Moi je sais, voilà, et moi je sais que personnellement un de mes gros moteurs c'est l'apprentissage. Moi j'aime bien apprendre des trucs, j'aime bien me challenger, aller faire des trucs que j'ai jamais fait avant. Par exemple, être conférencière, c'était pas mon métier. J'aimais ça fait longtemps que je montais sur scène pour animer des événements qu'on organisait dans les associations que je pilotais. Je faisais des interventions, mais j'étais pas conférencière. Quand j'ai commencé à donner des conférences, je me suis formée, j'ai pris un coach en prise de parole, j'ai adhéré à l'association des conférenciers professionnels pour aller me former chez eux. Je continue, je vais me former au cours Florent là dans quelques temps. Super, okay. Enfin, et j'ai appris, et c'est se dépasser que de se retrouver sur une scène devant des salles combles avec des centaines de personnes, etc. C'est un autre métier, tu vois, c'est pas du tout être DG. DG, t'es à la Ligue contre le cancer, j'étais dans mon grand bureau avec mes parapheurs, enfin, ça n'a rien à voir. Et ça, il y a pas, tu vois, il y a pas que la transmission. En fait, c'est intimement lié, c'est-à-dire continuer à apprendre et à grandir et pour pouvoir mieux partager et transmettre quelque part. Parce que tu as raison, c'est tous les jours. C'est dans les conférences, c'est dans les bouquins que j'écris.
c'est tous les jours quand je rencontre des gens, sûr, ouais. quand on échange, tu vois, comme aujourd'hui. Ça t'enrichit. C'est aussi ça mon nous objectif, enrichit, aussi, ce qu'on est en train de raconter ensemble. Je me dis, j'espère transmettre un certain nombre de choses aux gens qui écouteront. Enfin, voilà, donc il y a toujours effectivement cette volonté de transmettre et de partager. Moi, je ne pense pas que c'est sur un lit de mort qu'on va se mettre à transmettre. Je pense que ça se fait. Se prépare, oui. Oui, voilà, c'est au fil du temps. C'est après à chacun à sa manière, mais on a à transmettre finalement toute sa vie. C'est à des jeunes influenceurs qui font leur biographie, hein, ou des jeunes, regarde Bardella, là, le politicien, ils font une biographie alors qu'ils n'ont pas encore commencé à vivre. Ouais. Donc bon, après tout, non, mais en tout cas, on peut avoir des choses à transmettre. Ils n'ont pas apporté de vraie solution. Non plus. Non, mais c'est un autre sujet. J'avais peut-être pas donné le bon exemple, mais c'est vrai qu'il m'a fait rire en fait quand j'ai vu une biographie. Pour moi, biographie, il faut avoir quand même un petit peu des choses à transmettre et du vécu, quoi. Mais voilà. Mais finalement, on a quand même des choses à transmettre tout au long de notre vie et aussi des choses à apprendre de l'autre tout au long de notre vie. Et moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est pour ça que je mets toujours transmission et partage ensemble, parce que c'est pas que dans un sens, en fait. Oui, puis c'est aussi recevoir. C'est un espèce de cycle qui est vertueux. Ouais, c'est un cercle vertueux, complètement. Mais alors, je me rappelle plus de son nom, ça me revient pas. Il y a un médecin qui disait qu'il y avait 3 façons de rester jeune et en bonne santé. Ouais. Alors la première, je crois que c'était une boutade, genre être très riche, je sais pas quoi. Et le deuxième, c'était de marcher 2 heures par jour. Ouais. Et la troisième, c'était de lire tous les jours une page de quelque chose un peu difficile, en fait. Oui, j'avais entendu ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez juste, tu vois. Bon, c'est un peu ce que tu fais. Enfin, moi je fais ça tout le temps. J'adore apprendre ou dire, mince, je comprends pas comment ça marche, ça, et ça m'agace. Et du coup, j'essaye de comprendre. Mais je pense que ça aide je trouve que c'est un moteur énorme. Et puis, effectivement, puis ça maintient les neurones en bonne santé. Hein. Non, mais clairement. Moi, je vois bien, là, mon père, il a un vrai souci avec les yeux. Il est en train de devenir aveugle. C'est un vrai problème parce que pourquoi il était jusqu'à présent, il est super bien, parce qu'il bouquinait, il faisait ses mots croisés, ses machins. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et je me dis que là, c'est là où ça va. Voilà, s'il peut plus se nourrir, si on perd la curiosité, c'est compliqué aussi. Oui, après, il faut aller vers ce qui marche encore bien. Si les oreilles ne marchent pas trop mal, il faut aller vers de l'audio. Voilà, c'est ça, c'est une adaptation. Voilà, exactement. Je pense que si c'est quelqu'un qui a toujours été curieux jusqu'à cet âge-là, pour l'instant, il va chercher tu vois, par exemple, son sujet majeur de curiosité, c'est mon activité. Okay. Donc voilà, moi je l'appelle tous les jours parce qu'il habite loin d'ici en plus. Hein, il veut pas venir habiter vers chez nous. Et c'est vrai que tous les jours on s'appelle et donc je lui raconte ce que j'ai fait, je lui raconte mes conférences, je lui raconte mes nouveaux clients qui arrivent, les négociations, etc. Et il est hyper, comme il a été en plus entrepreneur aussi, il me donne des conseils. Enfin, c'est assez formidable. Et du coup, il est bien. Voilà, et c'est ça qui maintient effectivement en vie au sens vivant, en fait, positif du terme. Ce qui est drôle, c'est qu'à t'écouter, on a l'impression que tu as 30 ans et puis que tu en parles à ton père qui a 60. Tu vois, je crois que c'est pareil, en fait. Un peu ce décalage-là, je trouve ça assez, chouette. Quoi. Je trouve ça assez mignon. Tu as été président, donc on le disait... Non, pas président. Toujours pas. Tu étais directrice générale, c'est ça, de la Ligue contre le cancer, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Moi, chez mon papa, qui est touché en ce moment par cette maladie, lui, il a un cancer des poumons, ma maman, qu'elle l'a eu, mes beaux-parents, qu'ils en ont eu. Enfin, là, j'ai la chance encore d'avoir les 4, mais ils sont tous touchés, malheureusement. Est-ce que tu sais si... alors, je ne sais pas si, du coup, tu suis encore les avancées, mais est-ce que tu sais s'il y a des avancées qui sont majeures dans ce domaine-là? Et deuxième chose, est-ce que, finalement, la prévention, c'est pas encore le meilleur moyen de diminuer les facteurs de risque? Je pense notamment le fait de mieux manger, faire du sport, la gestion du stress. Enfin, je pense qu'il y a énormément de choses dans nos vies qui révèlent ou qui réveillent les cancers qu'on porte en nous. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de voir ça, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors oui, des progrès, des avancées, il y en a eu beaucoup. Hein. D'ailleurs, on dit de plus en plus que le cancer devient souvent une maladie chronique, parce que parfois on n'en meurt plus, même si on en garde bien sûr des séquelles, mais on peut vivre très longtemps aujourd'hui avec certains cancers. Il y a certains cancers où vraiment les traitements sont assez révolutionnaires. Quand tu vois même les cancers pédiatriques, qui sont quand même assez terrifiants, bon, ils sont quand même maintenant 80%, je crois, de guérison, voire un peu plus. Enfin, et en même temps, je trouve que la maladie progresse aussi beaucoup. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas un cancer, hein, il y a X cancers. Et toi, quand tu prends par exemple le cancer du pancréas,
qui est celui qu'a eu ma petite sœur. C'est dramatique parce que c'est un cancer qui est en progression absolument énorme ces dernières années. Les pronostics, bien sûr, sont très mauvais. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui fonctionne. Et a priori, les médecins, les spécialistes disent qu'en 2030, ça va devenir la deuxième cause de mortalité par cancer, ce sera le pancréas. Et on ne sait pas pourquoi, en fait. Ouais, donc on ne connaît pas le déclencheur on ne connaît pas. Alors évidemment, on peut se dire, polluants, pesticides, alimentation transformée, il ne faut pas rêver, on est empoisonné quand même. Enfin, il me semble que forcément, il y a quelque chose de ce genre-là. Moi, ma sœur, elle fumait pas, elle buvait pas, elle faisait du sport, elle n'était pas stressée. Enfin, elle avait 0 facteur de risque. Et elle était jeune et ça l'a pas empêché d'avoir ce truc. Donc oui, en gros, oui, beaucoup de progrès, des sujets préoccupants sur quelques cancers qui sont vraiment en train d'exploser. Et voilà, donc il y a beaucoup de recherches dessus. La Ligue contre le cancer est un gros financeur privé de la recherche. Les facteurs de risque dont tu parlais, c'est vrai qu'on dit que 40% des cancers seraient évitables. Okay. C'est-à-dire que c'est pas rien, c'est presque 1 sur 2. Donc 40% des cancers, effectivement, seraient liés, je dis seraient parce que moi je suis pas médecin, mais en tout cas, c'était les éléments qu'on utilisait à la Ligue contre le cancer, seraient liés aux facteurs de risque. C'est quoi les facteurs de risque? C'est d'abord la sédentarité. Le manque d'activité physique, ça c'est dramatique et c'est sûr qu'aujourd'hui on a un vrai sujet. C'est la mauvaise alimentation avec le surpoids, l'obésité et puis c'est le tabac et l'alcool majoritairement aussi. Après il y a l'exposition au soleil, enfin il y a d'autres facteurs, mais tabac, alcool, première cause de cancer en fait. Et ça n'empêche pas les gens de continuer à boire de l'alcool et de continuer à fumer. Donc là effectivement, sur ce sujet-là, il y a énormément de prévention à continuer à faire, notamment chez nos jeunes qui continuent quand même beaucoup à fumer. Et puis tout est fait pour les emmener vers l'alcool, vers le tabac, etc. On voit bien à quel point d'ailleurs les entreprises ont de l'imagination. On voit arriver des nouveaux trucs, des nouvelles drogues tous les jours sur le marché, etc. Et donc oui, effectivement, c'est 4 cancers sur 10. Donc voilà, après on sait effectivement que si on prend du poids, si on mange mal, si on ne bouge pas, eh bien on développe, on multiplie le risque en fait qu'un cancer se déclenche. Donc oui, prévention, et on n'a jamais assez dans les écoles. Est-ce que le fait d'être dans une époque qui n'est pas très rigolote, que ce soit sur les informations, sur un peu tout ce qu'on entend, est-ce que c'est pas aussi compliqué de retirer ces espèces de placebos après c'est sûr de pansements de société que sont la cigarette ou l'alcool. Ça, ce sont les mots de la société, c'est sûr. Il y en a d'autres, la violence. Oui, c'est vrai que ça fait c'est difficile. Moi, j'ai toujours du mal avec ces sujets-là parce que, notamment le tabac, en fait, où il y a quand même une hypocrisie assez monumentale sur ce genre de sujet. Ouais, c'est une des grosses TVA. C'est quand même un sacré business le tabac. Et quand on voit en fait toute la chaîne que ça fait travailler, enfin, tu t'interroges quand même parce que finalement, tu as le lobbying partout. Puis après, t'es malade et puis tu fais travailler les médecins et puis l'industrie pharmaceutique. Et tu dis, ça c'est toute l'illogique peut-être de notre société, parfois sur certains sujets. Enfin après, je ne suis pas du tout experte de ces sujets-là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut vraiment faire de la prévention, même dans les familles, auprès des enfants, des jeunes. La malbouffe, c'est épouvantable et on en est tous victimes parce que c'est tellement facile d'aller au fast-food, de manger des plats préparés. On mange, c'est tellement compliqué de bien manger aujourd'hui aussi, il faut reconnaître. Et même financièrement, c'est compliqué, ça coûte cher. Enfin, il y a quand même de gros sujets sur la transformation des aliments et beaucoup d'hypocrisie, me semble-t-il, sur ce sujet-là aussi. Après, ce que tu disais sur les associations, moi, je trouve que c'est quand même un bon levier pour notre société que les gens se remettent en mouvement. Et puis, je pense aussi que quand tu as la chance de faire partie d'associations qui te plaisent, avec un cercle qui te plaît, je pense que tu es moins enclin peut-être à sombrer sur certaines addictions parce que tu as une vie avec laquelle tu es un peu plus heureux, un peu plus aligné. C'est sûr que le volet social de la vie est majeur. Si tu as l'équilibre de vie personnelle, l'équilibre de vie sociale, l'équilibre de vie professionnelle, en fait, tu as besoin un petit peu de toutes ces sphères-là pour pouvoir te sentir bien, avoir un sentiment de bien-être, c'est certain. Et c'est
c'est pas toujours évident parce qu'aujourd'hui, on voit bien, même dans les entreprises, il y a quand même beaucoup de souffrance, il y a des vrais sujets de santé mentale. Chez les plus jeunes, c'est très préoccupant aussi. Donc tout ça, finalement, ça vient un petit peu s'ajouter. C'est vrai que la période n'est pas simple et n'est pas forcément très rose pour nos jeunes qui arrivent. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Et moi, je sais que ce qui est assez paradoxal sur ce qu'on traite sur Messenger, qui est la mort et la façon de penser et puis de gérer le travail de deuil, etc., mais qui peut être une période très très longue, c'est qu'en fait, ce qui est fou, c'est que quand on se penche sur le sujet, on remet tellement de valeur sur la vie, quand on ancre qu'un jour on sera plus là. Oui, forcément. Et c'est un peu ce que tu as fait, même peut-être de manière inconsciente, en disant, on à conscientiser qu'un jour je serai plus là, donc cette société, il faut que je la monte et que je sois libre de faire ce que je veux. Et moi, je sais qu'on rencontre plein de gens très très inspirants et que le prisme de la mort met énormément de valeur et incite les gens à faire des choses, tu vois. Et c'est assez fou comme tu retrouves chez tous les gens qui ont côtoyé ou qui côtoient la fin de la vie, sont des gens extrêmement lumineux, quoi. C'est assez surprenant. Donc c'est un axe pour être heureux qui est très paradoxal, mais bizarrement faut écouter des gens qui vivent des choses assez terribles pour se dire mais qu'en fait j'ai déjà une chance tellement folle de me lever le matin que qu'est-ce que je fais de ma journée, quoi, tu vois. C'est ça. Moi c'est ce que je me dis parfois quand j'ai mal avec mon espèce de maladie chronique là qui parfois me rend la vie un peu compliquée. Quand j'ai mal, je me dis mais enfin t'es là, quoi. C'est déjà bien. Donc c'est bien. On fait avec. Plus avoir mal on fait avec la machine. Ça serait étrange, le jour où j'aurai plus mal, de toute façon, je sais que je serai plus debout. Je vais te montrer un schéma que j'ai appelé la courbe de séparance. Alors, tu vois, ce schéma-là, c'est ce que j'appelle la courbe de séparance. Et en fait, à force de faire mes recherches, j'ai eu besoin de comprendre ce qu'on traversait quand on commençait à intégrer sa propre finitude. Et ce qui est venu très très tôt dans l'explication, c'est qu'en fait, on meurt jamais seul. En fait, on a toujours quelqu'un, au moins une personne qui, de près ou de loin, nous accompagne et va faire que même si nous, on a une espèce de morale qui va baisser en déclinant, on va dire, jusqu'au décès, il y a quelqu'un qui... sauf quand on meurt brutalement. Oui, voilà. Sauf un cas de figure. Là, on est vraiment sur quelque chose de classique, où il faudrait presque faire cette courbe-là, où tu déclines, parce que tu n'as même pas le temps de prendre conscience de ta propre vie. Il y a des personnes, en fait... moi, j'ai des amis à qui c'est arrivé, en fait, où l'époux, l'épouse était là, et puis 5 minutes après, elle n'était plus là. Oui, ça va très, très vite. Mais le ressort, le seul avantage à ce que les choses prennent un temps qui est classique et normal, c'est la possibilité de se préparer. Oui, en fait, c'est ça. Et finalement, qu'on comprend que quand on part soi, on n'est pas tout seul, tu vois. Il y aura au moins une personne qui nous aime et qu'on aime qui va être affectée par ce départ. Sûr. Et donc on a ces deux courbes qui vivent ensemble ce temps-là, je comprends. dont une qui va s'arrêter, et l'autre qui va devoir qui va continuer. D'accord. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire justement pour compenser par des actions qui sont positives et la préparation et de l'anticipation pour que cette période de déclin qu'on va tous vivre, alors plus ou moins vite, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser ce temps-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer ce temps de l'après pour que celui qui doit retrouver sa vie le mieux possible, il la retrouve. Quoi, d'accord. Et nous, voilà, ce qu'on traite en gros sur Messenger, c'est vraiment cette courbe de séparance. C'est le moment où on commence à prendre conscience de notre propre finitude et c'est le moment où celui qui va rester va devoir retrouver une vie à peu près normale. Quoi, tu vois. D'accord. Est-ce que ça t'aide, entre guillemets, à visualiser un petit peu ce que ça veut dire que de partir et qu'on part jamais tout seul, en fait? C'est pas facile quand même, je trouve, parce que, en tout cas, en fait, ce que je connais moi,
Ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'était pas tout à fait comme ça, puisque ma maman avait Alzheimer, donc ça faisait bien longtemps qu'elle était partie quelque part, tu vois. Enfin, oui, tu avais un deuil blanc. Donc c'était, donc finalement, on n'a pas pu avec elle préparer son départ parce que, bah voilà, parce qu'en plus, bon, elle a été hospitalisée. Enfin, c'était un petit peu compliqué la fin. Et puis elle était plus elle-même depuis un moment. Et puis ma sœur, ça a été quand même très dur parce qu'elle a refusé, elle a accepté vraiment très tardivement en fait. Donc toute la période de la maladie, elle était vraiment dans le refus, bien sûr, dans la révolte. Et donc moi j'étais révoltée avec elle, en réalité. Donc ça a été difficile. L'acceptation a été très longue, très difficile et très tardive. Donc tu vois cette courbe en fait, non, elle a été violente tout le temps en fait, jusqu'au moment où paf quoi, c'était le moment quoi. Enfin ça lui appartient. Je ne peux pas raconter ça là, mais du coup. Ouais, en fait, j'ai encore du mal, tu vois, j'ai du mal à l'exprimer, j'ai encore du mal à le voir. En fait, c'est vraiment le côté, c'est vrai qu'idéalement, c'est d'intégrer sa propre finitude, justement, quand tout va plutôt bien, tu vois. Parce qu'on voit par rapport à ce que tu dis comme histoire, que ce soit celle de ta sœur ou de ta maman, et nous, qu'on en connaît plein bien sûr. dans ce registre-là, c'est qu'en fait, dès qu'on est dans le temps du risque, c'est presque trop tard pour commencer à envisager des actions qui sont positives pour compenser. Bien sûr, c'est ça. Oui, je veux bien croire. Donc en fait, c'est vraiment ça tout le sujet de Messangel, c'est de prendre conscience quand tout va plutôt bien, que ça serait pas mal d'anticiper ce temps-là, tu vois. Et donc, c'est un peu tout l'enjeu. Il faut de la maturité sur le sujet, quand même. Il faut de la maturité. C'est vrai qu'il y a une espèce... c'est un espèce de binôme entre de l'anticipation, de la visualisation, et puis une espèce de forme d'empathie, de comprendre qu'on n'est pas tout seul, qu'en fait, tu vois. Et que... T'as vraiment ce temps de l'avant où, quand on va être un peu sur ce temps de déclin, ça peut être sur plusieurs mois ou plusieurs années, on n'est pas tout seul, quoi, tu vois. Et les gens qui nous aiment, ils nous accompagnent. Souvent, on appelle ça les proches aidants. Oui, bien sûr. Parce qu'ils vont finir par vivre le deuil blanc quand on commence à arriver sur des temps où, justement, on n'est plus du tout de la personne qu'on était quand on allait plutôt bien. Et ça n'empêche qu'on les attire avec nous dans ce temps qui est compliqué, quoi, tu vois. Et ce que tu racontes, ça me fait penser à Olivier Goy, avec la maladie de Charcot, et ce qu'il est en train de vivre, en fait, et la manière dont il a retourné en fait, les choses, entre guillemets, pas à son avantage, très mais de façon extrêmement positive. Et c'est vrai que, en fait, il avait cet état d'esprit entrepreneurial, puisque c'était un super entrepreneur qui a monté une des premières plateformes de crowdfunding en France, etc. Enfin, c'était un super, un mec vraiment, un entrepreneur comme on les voit, un modèle. Et finalement, il a réussi, je trouve. Alors après, je connais pas sa famille, mais en tout cas de ce qu'on en voit. Il n'est pas tout seul, en tout cas. Et puis il a réussi à emmener la famille en fait dans cette vision positive de sa fin de vie, clairement. C'est vraiment ce qui ressort de son film, de son livre, de tout ce qu'il fait. En fait, non seulement il est utile parce qu'il lève des fonds d'une manière absolument incroyable. Il se sert vraiment de sa notoriété, de qui il est, de son tempérament pour y aller. Et puis finalement, du coup, ses enfants l'accompagnent en fait, et il arrive à faire de cette fin de vie quelque chose de gai en fait, quelque chose de positif, de gai. Moi, je suis très impressionnée en fait. Oui, c'est très inspirant, mais moi, je vois quand même le côté. C'est quand même moi ce que je dis aux gens qui avancent sur ce sujet-là ou font leur Messangel, c'est que on n'est pas là pour enlever le côté qui est difficile. En fait, il sera toujours là. Mais c'est qu'est-ce qu'on met en face, en positif, pour qu'au moins on retrouve un équilibre. Tu vois. C'est qu'en fait, tu vas avoir soit de la peur, soit de la douleur. C'est compliqué d'aller vers la mort, en fait. C'est quand même pas simple. Mais moi, je dirais jamais qu'il y a des façons de vivre ça de manière... très très positive, mais par contre on peut faire les deux en même temps, et c'est là pour moi que tu trouves un équilibre, tu vois, sur ton balancier de vie. Peut-être qu'à droite ça penche dur et que c'est très très difficile, mais c'est qu'est-ce que tu peux préparer en amont pour que quand ça va être de plus en plus dur, tu as un petit peu travaillé le côté gauche, tu vois, et que ça reste un peu plus acceptable, quoi, tu vois.
Et pour moi, ouais, c'est vraiment ça, ce temps de ses parents, c'est de dire, bah, moi, je vais vivre ça, et en plus, je vais faire vivre ça, tu vois. Et c'est qu'est-ce que je peux faire pour me rendre un peu plus accompagnable, pour que le fait de m'accompagner dans ce temps-là, ça soit pas non plus trop dur pour ceux qui m'accompagnent. Ouais. Parce que c'est... Et qu'il n'y ait pas de regret après, peut-être aussi, parce qu'on peut, on a des regrets parfois de ne pas avoir dit les choses comme il aurait fallu les dire. Ouais. Oui, le fait de dire, le fait de... Oui, puis qu'en fait, moi, ce que j'aime bien sur cette courbe-là, c'est qu'en fait, moi, j'aime bien les mathématiques, mais c'est qu'en fait, ça fait apparaître une aire, en fait, tu vois. Enfin, vraiment une surface. Et en fait, cette surface-là, qui se creuse, c'est du temps de vie, c'est des heures, des années de vie qui sont moins sympas, quoi, tu vois. Donc, en fait, c'est pas rien. C'est qu'en fait, on a déjà un certain volume de vie, d'heures de vie à vivre sur Terre. Et c'est un peu ce que tu disais, quand tu disais le départ de ta sœur, ça a mis un espèce de truc qui t'a dit, mais j'ai plus envie de vivre avec des gens qui me prennent la tête, en fait, tu vois. Et donc, en fait, c'est vraiment ça, tu vois. C'est qu'est-ce que tu peux avoir comme action qui vont faire que pour toi-même et pour tes proches, tu leur évites de perdre du temps de vie précieux, quoi, tu vois. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit mieux. Ça veut pas dire que ça sera simple, ça ne l'est jamais. Tu parles de la maladie de Charcot, etc. C'est une catastrophe. Il y a des choses à faire, tu vois. Je pense à la méditation. On travaille avec des gens qui travaillent sur ce sujet-là, mais tu vois, comme le fait de savoir faire de la méditation. Alors, on peut pas forcément faire du bouddhisme, etc., mais savoir vivre une espèce de forme d'intériorité, ça va vraiment faire que quand ton corps commence à se figer à cause de cette maladie-là, si tu es entraîné à savoir vivre quelque chose que dans ta tête, ça va être vachement plus acceptable que quand tu sais pas faire ça, quoi, tu vois. Sûr. Donc, c'est assez passionnant, c'est un vrai sujet. Je vois ça. Donc, tu disais, oui, que tu avais bien connu Axel Kahn. Moi, j'avais lu certains de ses ouvrages et je pense que c'est une sacrée chance d'avoir pu le côtoyer. Et c'est vrai que qu'il disait... lorsqu'on sait qu'il nous reste peu de temps à vivre, qu'on vit chaque instant avec une grande intensité. Je trouvais ça beau. On l'entendait souvent sur ces témoignages. Comment ça s'est manifesté, cette intensité, quand tu l'as côtoyé sur ces derniers instants? Alors c'est vrai qu'Axel Kahn, moi j'ai eu la chance donc de le côtoyer pendant, pas tant que ça d'ailleurs, 2 ans et demi, puisque malheureusement ça faisait, ça faisait 1 an que je travaillais avec lui quand il est tombé malade. Alors la première année, personne ne le savait, mais après il a rechuté. Et c'est vrai qu'Axel Kahn, de toute façon, il était dans l'intensité avant d'être malade. C'était un monsieur vraiment extraordinaire, comme je dis, au sens extraordinaire. C'était un amoureux de la vie, un amoureux des plaisirs de la vie, un amoureux de la nature aussi. Il était boulimique, il avait une énergie... moi qui suis plutôt infatigable, alors lui il m'épuisait, il était incroyable. Moi honnêtement je pensais qu'il vivrait jusqu'à 100 ans, ce gars, parce qu'en plus il faisait attention, il prenait soin de lui, il marchait beaucoup. Pour le coup, les 2 heures de marche par jour, lui il faisait bien plus que ça. Il était très sportif, et en fait il a réagi vraiment à son diagnostic un peu comme un médecin, d'ailleurs d'abord, donc de façon très rationnelle. Moi j'avais trouvé ça incroyable, il était d'une clarté, d'une sérénité. Moi, je le revois encore, en fait, parce que c'est vrai que il y a eu un premier diagnostic. Et puis, il était en traitement expérimental, ça marchait bien, on n'en parle à personne, donc il continuait à écumer les plateaux et tout ça. Sur le Covid, on était en plein Covid. Et puis, un jour, il arrive et il me dit, j'ai mal au dos, je vais faire une IRM, là. Ça va pas. Il savait, il n'est pas fou. Donc il est allé chez son fils à l'hôpital faire une IRM, puis il est revenu et il est rentré dans mon bureau, il a fermé la porte, il s'est assis, puis il m'a regardé, puis il m'a dit, Frédéric, il me reste 2 mois, il faut qu'on s'organise. Qu'est-ce qu'on fait pour la Ligue ? Et en fait, il avait vraiment tout le temps cette volonté d'organiser, de faire les choses comme il faut. Tu vois, moi j'étais complètement, j'étais en larmes devant lui. Puis lui, il était là. Alors on va faire ça. Bon, à votre avis, ça va être qui le successeur ? Comment on organise ? Enfin, il était vraiment très pragmatique. Ouais, très pragmatique. Et jusqu'au bout. Moi, d'ailleurs, je les ai toujours ces messages. Je suis incapable de les supprimer. J'ai des messages audio sur WhatsApp, mais jusqu'au dernier
derniers jours où il continuait à m'envoyer des messages audio quand il était réveillé pour me demander si ça fonctionnait bien, si le conseil d'administration avait bien dit ça. Enfin bon, donc vraiment, pendant ces 2-3 derniers mois, là, il a porté vraiment, alors à la fois cette volonté de vivre jusqu'au bout et de tout bien organiser, son côté, il faut que je sois raisonnable, etc. Et puis il avait cette volonté qui pour moi était très dure pour le coup, parce que je venais de perdre ma sœur et ma mère. Il avait cette volonté de partager sa fin de vie, de la partager à plus de monde possible. C'est vrai qu'Axel Kahn, c'était quelqu'un... alors j'en parle avec beaucoup de respect, parce que moi j'avais une relation professionnelle avec lui, je ne le connaissais pas, je ne connais pas sa famille, j'étais pas une amie à lui, mais en revanche il m'avait accordé sa confiance, c'est lui qui m'avait recruté. Il me faisait vraiment une très belle confiance, voilà, on se respectait beaucoup, on a très bien travaillé ensemble. Et en fait, il avait cette volonté vraiment de visibilité médiatique jusqu'au bout, de partager avec sa communauté sur les réseaux sociaux, dans les médias, ce qu'il vivait, avec une vision certainement un petit peu... pas romancé, mais en tout cas enjolivé de ce qu'était pour lui la fin de vie. Et donc, effectivement, il écrivait tous les jours sur son blog. Moi, il m'appelait tous les matins pour vérifier si j'avais lu l'article et qu'est-ce que j'en pensais. Moi, c'était dur, parce que j'avais pas trop fait le deuil de ma petite sœur, et donc je lisais tous les matins ces articles. C'était compliqué, c'était compliqué. Et donc, et donc toutes ces interventions dans les médias, jusqu'au bout, à la fin quand même, la grande librairie, ils sont quand même allés chez lui, il était en HAD, il était réveillé pour faire ses interviews. c'était quand même, il était absolument incroyable, et il a fait des interviews absolument magnifiques parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement humaniste, qui aimait la vie, qui aimait la nature. Moi, à la fin, on s'envoyait des SMS avec des photos de fleurs, des photos de nature. Moi, je savais que ça lui faisait plaisir, donc je lui envoyais tous les matins une photo, d'une jolie fleur, et on échangeait en fait sur cette nature, et cette intensité. En fait, il était intense tout le temps. C'est pas la maladie qui l'a rendu intense, mais il a toujours. On sentait qu'il avait une soif. Je sais pas s'il sentait que finalement peut-être il serait pas centenaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, il avait. Moi, quand je l'ai rencontré, ce monsieur, c'est pour ça que je suis allée travailler avec lui. D'ailleurs, c'est qu'il m'a tellement impressionné à la fois par son humanité, par son assurance. Parce qu'il était incroyablement arrogant, mais je le dis avec beaucoup de respect et même d'amour, parce qu'il était incroyable, il savait tout, c'était un sachant, donc il en était très très amusant et très attachant. D'ailleurs, on était tous, on le suivait tous tellement il avait ce côté attachant. Et puis il avait cette rage de vivre incroyable. Il était génial, quoi. Enfin, franchement. Ça a dû faire un sacré combo, un peu cette arrogance et ce savoir avec cette envie de vivre sur ce temps de fin de vie, ça devait être assez... Et puis comme il était brillantissime intellectuellement, qui plus est, c'était passionnant. Et donc c'est vrai que on a eu beaucoup de discussions ensemble aussi sur l'euthanasie, sur la fin de vie, parce qu'il avait écrit des livres. C'était un éthicien aussi, il avait écrit des livres sur l'éthique, etc. Et donc il avait un certain nombre d'opinions qui ont un peu bougé quand il était malade et qui souffrait beaucoup. Forcément, quand on vit les choses, c'est un peu différent par rapport à quand on est médecin et qu'on en parle. Et oui, moi, ce que j'ai trouvé fou, c'était cette capacité qu'il avait vraiment à y aller, quoi. En fait, comme c'était un combattant, il avait combattu toute sa vie sur tous ces sujets. Front, quoi. Et il est allé vers la mort comme il allait dans la vie, en fait, en combattant. Allez, ça y est, c'est mon dernier combat, j'y vais, quoi. Je le vis à fond, pareil que le reste, en fait. Et il avait cette capacité, finalement, en tout cas, d'apparence. Après, il y a des choses que je partagerai pas parce que ça lui appartient, ça appartient à sa famille. Il y a des choses que je peux pas, je me verrais pas raconter ça là aujourd'hui. Puis ce serait vraiment malvenu, arrogant de ma part de raconter des choses un peu plus intimes qu'il a pu me partager dans ces moments-là. Mais il a vraiment, et je trouve qu'il a apporté des beaux messages en fait dans les médias. Alors après, on appréciait ou pas. Il y avait des gens qui disaient quand même, franchement, parce que les gens qui sont mal à l'aise, justement comme moi, d'ailleurs avec la finitude, moi j'étais très mal à l'aise en fait ça t'a aidé de certains de ces messages. Moi, c'était très dur, mais je pense que c'est la période qui était très dure. Parce qu'il y avait eu ma petite sœur, en fait. C'était le cumul. Tous les 2 mois, ça recommençait. Donc, j'étais dans une espèce de machine de lessiveuse. Moi, j'avais absolument pas fait mes deuils. Et donc, du coup, c'était très... Bon, moi, je l'ai vécu, je l'ai mal vécu. Très honnêtement, je l'ai mal vécu. Ça a été très dur quand il m'appelait tous les matins. Frédéric, l'article, machin...
moi, j'en pouvais plus de lire son blog. Voilà, par moments, je n'osais pas lui dire, mais c'était difficile. Et en même temps, je trouvais assez formidable parce que je regardais récemment son interview à la Grande Librairie. Voilà, c'est plus facile 2-3 ans après. Et je l'ai trouvé incroyable. Et c'est vrai qu'il était incroyable parce qu'il avait vraiment envie de partir comme il avait été, vivant, positif, heureux, appréciant le moindre... il était formidable, quoi. Il nous parlait de sa jument, il avait un cheval à la campagne, c'était un foot, il aimait la campagne française, il a fait plusieurs fois le Tour de France à pied, enfin, c'était un très très grand marcheur, et il savait apprécier, une pâquerette, il savait prendre le temps de l'apprécier. Ça, il savait faire. Alors que pourtant, c'était un type qui allait vite. Franchement, un vrai rouleau compresseur. Mais il savait apprécier les belles choses de la vie, l'amour, la bonne cuisine. Il profitait de tout, en fait, ce monsieur. Non, c'était un grand monsieur. Peut-être pour terminer, tu me disais que tu avais conservé ces audios, certains audios sur WhatsApp. Ça me fait vraiment penser à moi, ce qui a donné lieu en fait à Messangel. Moi, j'ai perdu un ami il y a bientôt 10 ans et depuis, je suis devenu chanteur et accompagnateur funéraire. Donc en fait, j'ai vraiment ce que je fais en parallèle de mes activités. Et du coup, j'ai accompagné des familles dans ce temps-là, dans ce temps de l'organisation de la cérémonie. Et ça arrivait très très souvent, justement, que les gens me disent j'ai gardé les messages de mon frère ou de ma sœur ou de mon père sur mon téléphone. Et ça a vraiment été les prémices, c'était l'inspiration de dire c'est fou comme tous ces petits messages, même si on raconte pas grand chose d'extraordinaire, quelquefois c'est juste des fois tiens, si tu veux je passe toujours ce week-end, je ramène un gâteau, c'est des choses, mais t'as le témoignage de la voix, de l'intention, d'un rire, etc. Et du coup ça devient très très précieux, et moi ça va petit à petit, c'est vraiment ce qui a été les prémices de Messangel, c'est de dire mais si on avait la chance de prévoir un vrai message, quelque chose qu'on conscientise et qu'on réfléchit pour ceux qui restent, ça serait tellement fou de pouvoir les accompagner pour quand on sera plus là, soit par un audio, soit par une vidéo, soit par un texte. Est-ce que toi qui as vécu un petit peu ce temps-là, qu'est-ce que ça te fait, même si tu sais que tu n'es pas très à l'aise avec le sujet? Je me sens pas prête encore, ça c'est sûr. Moi, je réécoute pas. J'ai tout gardé. Effectivement, ma sœur aussi, on était beaucoup sur WhatsApp. Tout son WhatsApp est là. Je serais incapable de le regarder, par contre. Je sais qu'il est là. En fait, moi je pense que pour le coup, moi c'est encore un peu la peur de la finitude, c'est que tant que c'est là, elle existe encore un peu. Oui. Tu vois, je pense que c'est plus ça pour l'instant, plutôt que d'avoir le message. Oui, c'est différent parce que là c'est le témoignage de la vie d'avant, alors que là faire son Messangel c'est vraiment une impulsion pour après. Voilà, c'est ça, c'est pas du tout dans le même sens en fait, et je pense que c'est peut-être même un peu de la lâcheté de ma part de pas les enlever parce que je sais pas, c'est stupide, mais comme le téléphone aujourd'hui, c'est notre principal outil, on est toujours dessus, il reste des petites bribes, il reste des choses, il reste des échanges. J'aurais du mal à détruire, à supprimer en fait tous ces échanges qui sont des moments de vie d'eux et de moi en fait. Après effectivement, on en avait parlé avant de préparer cet échange. Je suis pas encore très très à l'aise avec ça, c'est vrai. Je préfère le dire. Non, mais c'est je me sens très mal à l'aise parce qu'à la fois je trouve que c'est une super idée. C'est clair. Et je me vois bien écrire. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit que si à un moment je tombais malade, la première chose que je ferais, c'est écrire pour mes enfants. Parce que déjà, j'écris toujours, c'est mon mode de communication. Et donc, écrire pour eux, dans la transmission, effectivement. Donc, je sais très bien. Et parfois, ça m'effleure quand j'ai un ami qui disparaît très brutalement. Je me dis, mince, peut-être je vais pas avoir le temps d'écrire, en vrai. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas réussi à me dire, t'écris maintenant pour que ce soit prêt au cas où, quoi. Ça, je trouve que c'est très, très dur. Parce que là, ça vient heurter ma peur de la finitude, justement. Je voudrais pas attirer le mauvais œil, entre guillemets, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'il y a derrière, quand même. Non, voilà, c'est joke, mais tu vois, il y a ce sujet-là, en fait, c'est comment passer le pas. Et en même temps, je trouve qu'effectivement, Messangel, c'est une très jolie façon, effectivement, de à la fois sortir du tabou, notre sujet
du jour quand même, et puis le sujet de nos vies, et de le faire d'une manière où on va donner de l'amour à nos proches, etc. Et ça, et en ça, je trouve que c'est formidable. Après, c'est effectivement comment chacun, en fait, on vit ça et on accepte ça, et du coup on utilise l'outil entre guillemets. Oui, c'est ça, ouais. C'est un outil qui est identique pour tout le monde, mais par contre où chacun va se l'approprier à sa manière. Donc c'est vrai qu'il y a la partie des messages, enfin moi qui était cette première inspiration, puis aujourd'hui c'est vrai que c'est pas facile pour les gens de se rendre compte de ce qu'ils pourraient dire pour leurs proches, mais par contre il y a beaucoup de gens, on a plein de témoignages qui nous disent qu'est-ce que j'aurais adoré avoir un message de mon père. Évidemment. Donc en fait c'est plus facile de comprendre le bénéfice qu'on en aurait retiré que de dire moi je pourrais le faire pour mes proches et ce sera un vrai cadeau, quoi. Donc c'est vrai que comme tu dis il y a une espèce de forme de courage, parce qu'il y a la projection personnelle en fait, tout simplement. Faut passer ce cap-là, mais c'est vrai que c'est non, je te souhaite d'avancer en fait sur ce sujet-là, parce que c'est un vrai cadeau, je pense, à se faire que d'accepter avant l'heure, en fait. Oui, c'est certain. Je pense que ça rend plus serein, en fait. Je te rejoins parfaitement. Je te remercie vraiment pour cet échange, c'était vraiment hyper intéressant, qu'on va mettre le maximum de liens, que ça soit sur ton ouvrage, qu'on va mettre aussi tout le lien par rapport à ton entreprise, qu'on n'en a pas parlé, mais on mettra tout le lien, enfin le maximum de liens sur tout ce que tu fais. De toute façon, on peut te trouver sur énormément de contenu. Tu es très présente. Sur LinkedIn, surtout. Sur LinkedIn, même à la télévision, je crois qu'on te voit. De temps en temps, oui, régulièrement. Donc, grand merci pour merci ce temps-là. Merci à toi de cet échange. C'était un peu bousculant, mais très intéressant. Ça va. Merci beaucoup. Merci.